Les rest intervals. Alors en français, c'est pas rest intervals, c'est plutôt les périodes de repos entre les séries. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Avant, on disait quelque chose du style que ça devait être entre 60 secondes, voire même moins d'une minute pour favoriser un maximum d'hypertrophie, donc de gains musculaires. Et là, récemment, eh bien, on a une méta-analyse. En fait, c'est très exactement une systematic review avec une bayésienne méta-analyse, une méta-analyse bayésienne euh, sur ce sujet qui est sorti, qui a été fait par Alex Singer, Milo Wolf et aussi le docteur Pack. Enfin, il y a plein d'autres auteurs, hein, mais voilà, ce sont ceux que je connais. Ce sont des gens que j'apprécie et que j'estime, et de fait, eh bien, j'avais envie de jeter un œil à cette méta-analyse et vous en faire part. Donc, j'ai utilisé pour ça les outils de Mathias Soulel dans sa formation évaluateur d'études, évalétudes, je ne sais pas quoi. En tout cas, je me souviens plus du titre exact. En tout cas, je vous mettrai le lien probablement en bio si j'oublie pas. Et si j'oublie, eh bien, rappelez-le moi en commentaire. C'est vraiment une très bonne formation qui donne plein d'outils qui sont hyper intéressants. Pour apprendre à faire la revue soi-même d'études au niveau des risques de biais, etc., pour avoir une idée un petit peu plus claire de ça. Et surtout, il a un outil très particulier que je ne vais pas dévoiler ici, mais qui se fonde en fait sur plein d'échelles qui existent déjà, qui les répertorie toutes et qui permet d'avoir des questionnaires assez simples, même si l'utilisation nécessite quand même d'avoir lu un peu d'études scientifiques avant pour un petit peu comprendre ce que ça veut dire. Mais tout de même, je vais l'utiliser en tout cas aujourd'hui pour un petit peu débroussailler tout ça. Puis après, vous donner mon avis aussi sur tout ce qui est dit dans cette étude-là, ce qu'on peut en retirer pour l'entraînement, parce que j'ai vu que ça avait plu sur l'étude au niveau de la perte de graisse locale. Maintenant, on va un petit peu plonger à côté de ça, on va dire, dans d'autres sujets, en fait, tout bêtement. Voilà. Et sur ce, eh bien, on va commencer tout de suite. Donc l'étude s'appelle Give It a Rest, a Systematic Review with Bayesian Meta-Analysis on the Effect of Interset Rest Interval Duration on Muscle Hypertrophy. C'est un préprint. Un préprint, ça veut dire qu'elle n'est pas encore en peer review. Donc en peer review, ça veut dire qu'elle n'a pas été passé en fait le fait d'être publié dans une publication à comité de relecture. Faut le prendre en compte. C'est pas quelque chose de nécessairement mauvais, surtout quand on fait confiance aux chercheurs, mais ça veut dire qu'il y a un degré un peu moindre de confiance qu'on peut lui accorder. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ensuite, eh bien, on va tout simplement un petit peu passer ça en revue. Donc d'abord, est-ce que une chose très importante qu'il faut se poser pour savoir si, comment est-ce qu'on peut extrapoler les résultats de cette étude-là, c'est est-ce que ça suit les critères PICO. Alors, est-ce que en fait on a la population, donc la population, c'est-à-dire les sujets qui ont été étudiés, qui sont décrits, l'intervention. Donc l'intervention, c'est bien ce qui a été fait comme intervention à ces sujets-là. Est-ce qu'on a des comparaisons entre les groupes et est-ce qu'on a finalement le résultat? Donc ça, il faut montrer qu'en fait, on a décrit ça à un moment dans l'étude. Pourquoi? Tout simplement, encore une fois, pour savoir si la méta-analyse n'est pas floue, si elle peut avoir une valeur. Déjà pas trop mal. Alors, ce que je regrette, c'est qu'ils n'ont pas fait expressément mention des critères PICO, mais ils en ont parlé en fait, à plein de moments, ils en ont parlé. Donc on peut le voir ici en fait, c'était que des adultes qui étaient au-dessus de 18 ans, d'accord, donc ça c'est la population, qui avait en fait n'importe quelle expérience au niveau de la musculation. D'accord, donc voilà, donc on a la population qui est décrite. L'intervention, qui est en fait eu un programme d'entraînement en résistance, d'accord, qui s'intéressait en fait à. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont soulignées, c'est pour ça que je recherche la phrase très exactement. Tac. Voilà, qui comparait différents intersets, enfin des différents temps de repos en fait entre les séries, d'accord, qui du coup avait en termes de résultats,
une mesure de la masse musculaire, voilà, excusez-moi, je cherche un peu mes mots, mais c'est compliqué de traduire à la volée. Donc une mesure de la masse musculaire qui était soit mesurée par DEXA, soit par impédance-métrie, soit par IRM, soit par ultrason, soit par tomographie, par biopsie, circonférence des muscles. En tout cas, s'il y avait un moyen de mesure de la masse musculaire, eh bien c'était ce qui était utilisé. D'accord. De fait, eh bien, on a du coup les critères PICO qui sont respectés, d'accord. Donc on peut cocher ces cases-là. Ensuite, est-ce qu'il y a une description, une déclaration explicite selon laquelle les méthodes d'examen ont été établies? Donc en gros, est-ce qu'on parle bien de la stratégie de recherche, donc la stratégie de comment est-ce qu'on a fait en sorte d'assembler enfin de rechercher les études plutôt, les critères d'inclusion-exclusion, est-ce qu'il y a des mesures de risque de biais, est-ce qu'il y a un plan de méta-analyse, et enfin, est-ce que s'il y a de l'hétérogénéité, enfin en tout cas, en fait, il y a toujours de l'hétérogénéité. L'hétérogénéité, c'est pourquoi est-ce que certaines études trouvent certains résultats et d'autres non? Eh bien, est-ce qu'on a un plan pour les analyser? Alors, de ce qu'on voit, en fait, ils expliquent bien la stratégie de recherche, d'accord? De comment est-ce qu'en fait ça a été recherché. Ils expliquent bien les critères d'inclusion et d'exclusion. Voilà. Critères d'inclusion et d'exclusion. Je vous dis des fois, faites-moi confiance parce qu'en fait, j'ai dû surligner tellement de choses que j'ai bien vérifié par avant, mais peut-être que je ne vous montrerai pas les bons extraits. J'en suis désolé, j'ai essayé de faire au mieux, mais voilà. Sachez que je trouve, encore une fois, c'est mon avis, qu'ils ont bien mesuré les critères d'inclusion et d'exclusion, même si ce n'est pas forcément ce qui est écrit ici. Ils ont mesuré le risque de biais avec une étude qui s'appelle la SMART, je ne sais plus quoi, qui est en fait une étude qui semble... Ah voilà, c'est ça, celle-là, SMART LD, d'accord, qui semble être une étude assez intéressante pour spécifiquement évaluer les risques de biais dans les études sur l'entraînement de musculation longitudinaux. Donc je trouve que c'est cool. Et enfin, ils ont fait effectivement un plan de méta-analyse. Ça semble logique. Mais ils n'ont pas fait de plan pour étudier les causes de l'hétérogénéité. Ils ne parlent nulle part dans le papier d'hétérogénéité. En tout cas, pardon, c'est pas qu'ils en parlent nulle part, c'est qu'ils en parlent nulle part comme quelque chose de planifié. Et ça, c'est dommage. Il n'y a pas de méthode d'analyse spécifique pour expliquer certaines choses au regard de l'hétérogénéité. Donc, je ne peux pas accorder le point. En tout cas, je ne veux pas l'accorder. Je vais être plus sévère. Enfin, je vais être le plus sévère possible. Est-ce que les auteurs de la revue ont expliqué leur sélection des modèles d'études à inclure dans la revue? Donc, là, je dis que j'ai voulu être le plus sévère possible. C'est pas vrai. En réalité, là, j'ai dit qu'ils avaient quand même expliqué le fait qu'ils n'incluaient que des essais randomisés contrôlés. Je n'ai pas vu d'explication de pourquoi est-ce qu'il n'y avait que des essais randomisés contrôlés. Maintenant, on peut se dire en étant charitable que oui, ils l'ont expliqué, dans le sens où ça n'a pas de sens de faire une méta-analyse en tout cas à ce sujet-là, en parlant pas d'essais randomisés contrôlés. Il y a trop de chances qu'il y ait des risques de biais, il y a trop de chances que voilà. Et puis c'est pas, comment dire, ce n'est pas sur un sujet qui est, je sais pas moi, par exemple, des changements de politique, des raisons éthiques, des choses comme ça. Il n'y a pas de sens à ce que les résultats qui ne soient pas issus d'essais randomisés contrôlés représentent quelque chose de significatif dans la littérature. Voilà. Donc moi, je considère qu'en fait, l'explication, ils n'ont pas eu besoin de la donner parce qu'elle va de soi. Donc j'accorde le point, j'ai été un peu généreux là-dessus, mais peut-être que d'autres seraient encore plus violents et diraient que non. Voilà. Mais je décris pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là. Donc maintenant, les auteurs de la revue ont-ils utilisé une stratégie de recherche documentaire complète? Donc est-ce qu'ils ont recherché dans au moins 2 bases de données? Alors oui, tout à fait, ils ont recherché dans même 3 bases de données, PubMed, Scopus et Web of Science. Est-ce qu'ils ont utilisé des mots-clés? Bah oui, on voit là qu'ils ont utilisé tous les mots-clés et du coup qu'ils ont expliqué les mots-clés qu'ils ont utilisés. Donc on peut refaire la recherche nous-mêmes, ce qui est très important. Est-ce qu'ils ont
justifier l'exclusion de certaines publications. Oui, hein, ils ont expliqué, je ne sais pas si c'est ici, mais ils ont expliqué qu'ils prenaient que les publications en langue anglaise, ce qui me semble être déjà justifié. Est-ce qu'il y a des recherches dans les listes de référence de la bibliographie des études incluses? Oui, il y avait. Hein, ils ont regardé, ils ont fait par effet boule de neige de toutes les études que même ils avaient regardées pour voir si d'autres études n'avaient pas été citées et donc du coup pas loupées. Est-ce qu'ils ont consulté des experts du domaine ou inclus des experts du domaine, sachant qu'ils sont experts du domaine eux, eh bien ils se sont, on va dire, auto-consultés, ils le disent à un moment, ils sont allés en fait chercher dans leur tête ce dont ils se souvenaient pour essayer de grappiller des études supplémentaires. Et est-ce que est-ce qu'il y a eu enfin comment dire, une recherche qui a été effectuée dans les 24 mois avant la fin de la revue? Oui, il y a une recherche qui a été effectuée dans 24 mois avant la fin de la revue, puisque la recherche a été terminée le mars 2024, donc c'était il y a à peine un mois. Bon, c'est un préprint, donc ça mettra encore un peu de temps avant d'être accepté, mais on peut considérer que c'est le cas. Et enfin, le cas échéant, est-ce qu'il y a eu recherche dans la littérature grise? Donc dans la littérature grise, c'est en fait, par exemple, tout ce qui est préprint, justement, tout ce qui est thèse, mais qui n'a pas été publié. Est-ce qu'il y a eu des recherches là-dedans? Je n'ai pas vu qu'ils avaient fait des recherches dans la littérature grise, donc je ne peux pas attribuer ce point-là. Mais en vrai, effectivement, ça enlève un petit peu de choses, mais moi je trouve pas ça très problématique qu'on ne soit pas allé chercher dans les thèses non publiées, parce que ça peut aussi être des trucs qui ont un petit peu plus de biais, hein, forcément. Donc, est-ce que les auteurs de la revue ont fait la sélection des études en double? Donc, c'est-à-dire, est-ce que chacun a fait la recherche de son côté? Alors, c'est même pas en double, c'est en triple. C'est-à-dire que 3 chercheurs ont fait la sélection des études. Donc, du coup, on coche largement cette case-là. Est-ce que les auteurs de les auteurs de la revue, ont effectué l'extraction des données en double? Oui, encore une fois, 3 chercheurs l'ont fait. En tout cas, c'est ce qui est. Je ne sais plus si c'est ici ou ailleurs dans le document. En tout cas, ils l'ont fait. Et ils ont fait d'ailleurs, quand ils n'étaient pas d'accord et tout, ils ont fait des trucs avec des consensus, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'ils ont fourni une liste des études exclues et justifié les exclusions? Alors oui, je me souviens plus où c'était. Si, c'est là, voilà. En fait, ils ont fait donc ces deux études-là, en fait, ces deux études-là ont été exclues, et ils ont expliqué que comme c'était le volume et le volume load n'étaient pas equated, ils pouvaient pas l'inclure. Parce que le loading range n'était pas equated, ils pouvaient pas non plus l'inclure. Bref, ils ont fait ça. Donc on attribue les points. Les auteurs de la revue ont-ils décrit les études incluses de manière suffisamment détaillée? Alors là, ils ont fait un tableau. Voilà. Moi, je considère que du coup, ils ont effectivement suffisamment détaillé, hein, parce qu'ils parlent des populations, de l'intervention, de la comparaison, du résultat, de la durée même de l'étude. Il y a plein de paramètres. Enfin voilà. Donc oui, pour moi, ils ont fourni effectivement ils ont expliqué les études de façon assez détaillée. Les auteurs de la revue ont-ils utilisé une technique satisfaisante pour évaluer le risque de biais? Alors, et là c'est la vraie question, c'est-à-dire que je n'ai pas accès aux supplementary materials, je ne les ai pas trouvés. Et ils disent à un moment que pour regarder très exactement ce qui est évalué par l'étude Smart ML ou je sais plus quoi, il faut aller voir dans les supplementary materials, et en particulier comment est-ce qu'ils ont dit des études en question. Donc je ne peux pas avoir accès aux supplementary materials, donc je ne peux pas le savoir. Donc je n'attribue pas les points comme je ne peux pas le savoir, même si c'est potentiellement fait. Ils n'ont pas utilisé en fait des choses conventionnelles, donc c'est-à-dire par exemple l'échelle Risk of Bias 2 ou Pedro ou Dunn and Blacks. Ils ont utilisé une autre échelle, donc c'est un peu
voilà, je ne peux pas accorder les points tout simplement, hein, même si j'aimerais bien. Mais après, j'ai fait une simulation avec les points accordés à ça et ça ne change pas le résultat non plus. Les auteurs de la revue ont-ils indiqué les sources de financement incluses dans la revue? Et donc du coup, est-ce qu'on a regardé les financements de chacune des études? Alors, je trouve que ça s'applique pas particulièrement dans le cadre des sciences du sport, puisque les sources de financement, il n'y a personne qui a un intérêt financier à ce que certaines études marchent plus que d'autres, en tout cas sur les protocoles scientifiques, il n'y a pas de marque déposée. Donc, j'avoue que je vois un intérêt modéré. Maintenant, j'ai quand même pas accordé les points, mais ça me semble pas être très, très, très important. Si une méta-analyse a été réalisée, les auteurs de l'examen ont-ils utilisé des méthodes appropriées pour la combinaison statistique des résultats? Donc, ils ont justifié ça. Ils n'ont pas utilisé de méthode, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Peut-être que je suis passé à côté, mais en tout cas, ils n'ont pas utilisé des méthodes pour justifier, pour un petit peu compenser l'hétérogénéité. C'est dommage, mais ils ont essayé en tout cas d'étudier les causes de cette hétérogénéité. Donc ils n'ont pas d'utiliser d'outils statistiques pour ça, mais ils ont essayé d'expliquer derrière, parce qu'en fait, derrière dans la discussion, là, ils parlent beaucoup d'hétérogénéité. Là, voilà, ils parlent beaucoup d'hétérogénéité. Et donc c'est assez intéressant de le noter. En tout cas, ils essayent de trouver des raisons pour ça. Si... tac, tac. Tac, tac, tac. Les auteurs de la revue ont-ils pris en compte les risques de biais dans les études individuelles lorsqu'ils ont interprété ou discuté les résultats de la revue? Et là, non. Là, vraiment, ils disent qu'il y a une étude qui était de très faible qualité, des études qui étaient de qualité, on va dire, honorable, et des études qui étaient de bonne qualité, mais ils disent pas si ça influe pour eux dans les résultats. Ils en parlent pas. Ils disent juste que, bon, voilà, certaines études ont montré qu'elles étaient meilleures que d'autres, mais il n'y a pas de ça, en tout cas, qui en est fait mention nulle part dans les résultats, dans la discussion. Donc, c'est un mauvais point, je trouve. Et enfin, pas enfin, il y a encore quelques autres points, pardon. Est-ce qu'ils ont fourni une explication, une discussion satisfaisante de toute hétérogénéité observée dans les résultats de la revue? Alors moi, j'ai marqué qu'ils ont effectivement cherché à justifier l'hétérogénéité, donc j'ai attribué le point, enfin les causes de l'hétérogénéité. Est-ce qu'ils ont parlé du biais de publication? Eh bien non, ils n'ont pas parlé du biais de publication. Ça, je trouve ça très dommage. Il n'y a aucun endroit où il y a une mention du biais de publication, et ça peut être un risque de biais majeur, parce que ça se trouve, les études qui ont réussi à percer, eh bien elles sont des anomalies statistiques. Donc ça, moi je trouve gros point noir de la méta-analyse. Enfin, les auteurs, et là c'est la dernière question, les auteurs de l'examen ont-ils signalé toute source potentielle de conflit d'intérêts? Alors, les auteurs n'ont signalé aucun conflit d'intérêts. Bon, là on le voit, hein, il n'y a pas de... En fait, voilà... Ah, pardon. Si, excusez-moi. J'avais pas vu, j'avais marqué, j'avais vu juste funding information. Donc il n'y avait pas de funding, donc je pensais qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt. J'avais loupé cette chose-là. Donc ils ont décrit les conflits d'intérêt, ce qui ne change pas grand-chose. Ce qui ne change pas beaucoup de choses, parce que j'ai dit qu'ils avaient dit qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt. En fait, si. Ils ont dit que ça pouvait être un conflit d'intérêt de faire partie de conseiller scientifique pour des équipements de fitness. Je ne vois pas pourquoi est-ce que certains équipements de fitness auraient un intérêt à avoir des temps de repos plus longs ou plus courts. Donc, ils le disent, mais encore une fois, moi, dans les recherches des sciences du sport, les conflits d'intérêt, hormis pour les compléments alimentaires, chose qu'on peut comprendre, ça me semble être voilà, anecdotique. Sauf s'il y a quelqu'un qui veut mettre en avant une super méthode miracle qu'il a fait sur plein de coachés. C'est encore un autre débat. Mais là, c'est pas le cas.
Donc voilà, ce qui nous donne, suivant l'évaluateur de Mathias, une qualité faible. La revue n'est pas satisfaisante sur certains aspects majeurs, la confiance accordée à ces résultats est modérée, il faut garder en tête que les allégations partagées par les auteurs pourraient être altérées par des procédures plus transparentes d'accès aux publications disponibles. La revue n'est pas à jeter bien entendu, mais il est préférable que d'autres travaux du même type soient cohérents avec elle, sinon la confiance s'effondre. Et je suis d'accord, parce que y a quand même des gros problèmes. Maintenant, est-ce qu'elle est cohérente ou pas avec le reste de la littérature? Oui. Je trouve qu'elle est cohérente avec le reste de la littérature. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'ils expliquent là, c'est que dans la discussion, en gros, je vais le faire très très simple, le fait d'avoir des temps de repos plus longs semble favoriser l'hypertrophie de façon générale, beaucoup plus pour les quadriceps en l'occurrence. Voilà, ils le disent là. Là, par exemple, pour les bras, on ne voit que très. Attendez, que je dise pas de bêtises. J'aimerais bien regarder beaucoup plus pour les quadriceps. Où est-ce que j'avais marqué ça? Showing status. Je sais plus si je l'avais souligné. Bref, il faut encore une fois me croire sur parole, je suis désolé. J'ai fait vraiment beaucoup de soulignements dans tous les sens et puis j'ai dû aller rechercher parce qu'en fait, chose que j'ai pas dite non plus parce que ça allait être trop long, mais ils ont fait un pré-registration de leur étude, donc ils n'ont pas triché avec les méthodes, ce qui est un très bon point. Mais du coup, j'ai dû aller chercher aussi dans le pré-registration si c'était corrélé, donc j'ai surligné des trucs là-bas, surligné des trucs ici. C'est un vrai bordel, voilà. C'est peut-être mon gros problème, c'est l'organisation. Bref, du coup, il semblerait qu'il y ait plus de résultats pour les quadriceps, qu'on soit proche ou pas proche de l'échec musculaire, potentiellement parce que c'est une grosse masse musculaire engagée sur l'effet d'avoir des plus longs temps de repos. Là, par exemple, sur les bras, il y a pas beaucoup comment dire, d'effets supplémentaires au-delà de plus de 60 secondes. Donc en fait, en dessous de 60 secondes, si on est sur des temps de repos très courts, bon, ça semble pas être génial pour l'hypertrophie. Mais plus si on passe au-delà au-delà de 60 secondes, par exemple entre 60 secondes et 90 secondes, on n'a pas vraiment de différence. Voilà. Un truc que j'ai trouvé assez intéressant aussi dans l'étude, c'est que s'entraîner à l'échec ou pas à l'échec, ça montrait pas de différence véritable. Donc on pourrait penser par exemple que si on s'entraîne à l'échec, avoir des temps de repos plus longs, c'est quand même mieux. Et apparemment pas tant que ça. Voilà, c'était ça pour longest rest period pour les quadriceps. C'était meilleur pour l'hypertrophie des quadriceps. Je suis désolé, j'ai mis un petit temps à le retrouver. Donc du coup, il semblerait aussi que pour les personnes qui sont pas très entraînées, d'accord, donc pour les gens qui ont en fait qui viennent de débuter, l'avantage de prendre des temps de repos plus longs est pas forcément énorme, alors que plus on est entraîné, plus il semblerait que prendre des temps de repos plus longs devienne intéressant. Voilà. Et donc du coup, peut-être pour les personnes qui ne sont pas entraînées, prendre des temps de repos plus longs, c'est peut-être pas idéal parce que ça rallonge beaucoup les séances pour peu de gains, mais plus tu deviens avancé, plus ça peut être intéressant. Donc en conclusion, en fait, ce qu'ils disent, c'est que finalement, il y aurait un petit avantage d'utiliser des temps de repos un peu plus longs et potentiellement, moi, la chose sur laquelle je les rejoins, c'est qu'en fait, moi, je pense qu'il faut un peu faire au jauger. C'est-à-dire ne pas hésiter à prendre des temps de repos plus longs, ne pas hésiter à se laisser le temps, en fait, tout simplement de récupérer avant chacune des séries, de maximiser nos performances sur chaque série. Et plus on est avancé, plus on aura besoin de ce temps de repos qui sera un peu plus long. Et se laisser ce temps-là d'une façon subjective, donc se dire, voilà, là, je sens que j'ai assez récupéré,
semblerait être intéressant. Voilà. Euh, Moins la masse musculaire est engagée, enfin moins il y a de masse musculaire engagée, moins il y aurait besoin de temps de repos important. Ça semble aussi logique. Bref, mais c'est des petits trucs marginaux, quoi. Comme ils le disent là, hein, c'est quelque chose d'assez marginal et qui pourrait servir peut-être plutôt pour les athlètes à haut niveau et pas nécessairement pour les gens peu entraînés. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop redondant. C'est difficile de faire ce genre d'exercice-là, d'essayer de vous extraire les informations en même temps enfin de vous donner un peu la rigueur scientifique des choses. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à soutenir, partager, commenter, liker. Il y a eu beaucoup de beaucoup d'hésitations, beaucoup de choses qui repartaient dans un sens ou dans l'autre. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure, mais encore une fois, je vous le dis, c'est pas évident. Sur ce, eh bien, prenez soin de vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.